Imaginez, j'ai un monsieur qui m'a dit ouvertement, vous voyez le Décathlon qui est vendu à 50 francs à la pharmacie, en tout pour injecter la perfusion, on vous vend ça à l'intérieur à 500 francs CFA. Alors que dans une pharmacie, c'est vendu à 50 francs CFA. Donc, vous avez d'autres produits auxquels ces derniers font leur commerce, notamment en complicité avec certains jeunes qui sont devant ces hôpitaux-là, devant ces hôpitaux. Et donc, on vous dit, monsieur, il faut aller encore payer ces produits-là, mais ce que tu as apporté, ce n'est pas ça, il faut payer. Et tant que tu ne payes pas, on ne s'occupe pas de ton malade. La personne peut crever. Chris Belvidongui, vous êtes en train de nous dire que lorsqu'un patient arrive à l'hôpital, le médecin vous prescrit donc une ordonnance médicale, vous partez acheter les produits à la pharmacie, vous revenez avec ces produits, l'agent chargé d'administrer ces produits vous dit pas question, bien que vous avez acheté tous les produits que le médecin a prescrits. Alors, donc, ce dernier va vous contraindre donc d'acheter les mêmes produits, mais chez lui. C'est-à-dire, il est en même temps infirmier ou infirmière et aussi vendeur des produits au sein même de l'hôpital. Au sein de l'hôpital, puisque si elle n'en a pas sur elle, elle vous envoie balader dehors là, auprès des jeunes qui sont souvent Des jeunes revendeurs qui vendent des produits dans la rue. Évidemment, nous avons des témoignages dans ce sens-là qui, voilà, qui nous disent évidemment, des gens sont morts comme ça, des gens qui souffrent par exemple du diabète arrivent à l'hôpital sans faire un diagnostic, ben voilà, on leur transfuse du glucosé et beaucoup meurent comme ça. Et donc, vous êtes en train de nous dire, les docteurs WhatsApp font voilà, ils consultent Google ou ils appellent des parents ou des amis, des collègues qui travaillent ailleurs pour leur dicter le traitement qu'il faut prescrire au patient qui est devant le docteur WhatsApp, c'est ça? Évidemment, évidemment. Et c'est ce qui est vraiment criard. Et aujourd'hui, je dirais, c'est la cause de l'augmentation du taux de mortalité. La politique Alors, mais quelles sont les salut raisons qui ont été avancées? Quelles sont les raisons évoquées pour ce changement de tenue scolaire? Que dit le gouvernement? Comment justifie-t-il ce changement? au départ je dirais, c'est tout un débat qu'il y a eu sur ça. Bon nombre, peut-être n'ont pas parlé de ça. J'ai interpellé récemment sur l'une de mes pages pour dire que le problème du Congo, ce n'était pas les tenues. Au niveau de l'éducation, il y avait autre problème à pouvoir régler. Parce que Oui, les pour eux, tables bancs, les voilà, conditions les conditions et tout d'apprentissage. ça, le personnel enseignant et tout ça. Le problème, c'est de pouvoir, soi-disant, lutter contre les violences en milieu scolaire. Et donc, Contre les aujourd'hui, violences en milieu scolaire, en c'est-à-dire milieu si scolaire, on change le de phénomène, tenue, voilà, d'uniforme, ça va, euh, euh, ça ça va va régler le diminuer, problème ça va régler le problème des violences en milieu scolaire, alors que c'est faux. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous trouver sur Telar TV. Je suis avec Chris Belvidongui, militant des droits humains, membre du mouvement Ras-le-Bol, pour une restitution sur la mission qu'il a effectuée à Pointe-Noire, à Madingou, à Yamba et à Loutété pour se rendre, bien entendu, à l'évidence des conditions de soins de santé et l'éducation scolaire. Nous parlerons également de la nouvelle tenue scolaire imposée aux élèves du cycle secondaire premier degré et du lycée au Congo-Brazzaville. Bonjour Chris Belvidongui, comment vas-tu? Bonjour, monsieur Christian Perrin, je me porte bien. On est là malgré la situation et la conjoncture de notre pays, voilà, qui ne Et fait quand que tu parles de s'empirer. la conjoncture du pays, à quoi fais-tu allusion? Ben, on parle de questions de gouvernance. Aujourd'hui, cette gouvernance ne répond pas aux attentes des populations. Voilà. C'est-à-dire, la vie devient Ben, trop difficile, qu'est-ce qui se tellement passe? difficile, tellement difficile, tellement difficile. Hier, on pouvait dire que
le citoyen pour atteindre les 2 bouts du mois. Mais je dis aujourd'hui, c'est les 2 bouts de la journée. C'est pas facile. Donc, quand on voit une population qui vit à moins de 1 dollar de C par jour, c'est très dangereux. Un Est-ce pays qui a changé immensément riche. concrètement? Est-ce que ce sont des prix qui ont augmenté, les aliments, ou bien quoi, le carburant qui a augmenté? Qu'est-ce qui se passe? Tout augmente à une allure inexplicable. Hein, les populations ne sont pas consultées. Aujourd'hui, vous pouvez payer une boîte de lait à 1 500. Demain, vous êtes surpris, cette boîte de lait coûte maintenant 2 500. Vous voyez, et on pourrait parler en termes de 100 francs d'augmentation, mais ici, c'est plus de 1000 Donc, francs tu veux dire d'augmentation. non seulement qu'il y a une inflation galopante d'ailleurs, mais aussi les prix ne sont pas stabilisés, c'est ça? Non, 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 chacun a son prix. On se pose la question si réellement l'homologation des prix des denrées alimentaires sont respectées dans ce pays. Donc, c'est triste aujourd'hui. Je fais la ronde, je suis un activiste, un homme de terrain, et la ronde que je fais nuit et jour dans les marchés, dans les milieux publics, ça laisse à désirer ce que le quotidien des populations, en tout et pour tout. Voilà, alors donc aujourd'hui, on va parler de ta mission que tu as effectuée, notamment à Pointe-Noire, Yamba, à Loutété et à Madingou. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous circonscrire d'abord la mission? C'était pourquoi? Est-ce que c'est une mission qui se réalise ou qui se fait chaque année? Il y a une période pour ça, ou bien, ben voilà, cette fois-ci, tu as simplement décidé d'aller vérifier toi-même, sinon aller te rendre compte des conditions, comme tu nous l'as dit d'ailleurs, les conditions de soins de santé et d'éducation scolaire. C'est dans quel cadre d'abord? En fait, c'est dans le cadre de l'activisme que je mène au niveau du Congo et depuis un certain temps, avant la toute dernière arrestation en 2021, et j'avais pris acte de pouvoir faire tout le temps, chaque fin d'année, ce genre de mission de routine pour mieux relater, pour mieux vivre le quotidien de nos populations sur la santé, l'éducation, parce que quand nous sommes entre juillet, août, nous préparons les rentrées scolaires. C'est pour voir si réellement il y a des améliorations ou pas. Et sur le plan de la santé, je pense que cette période-là aussi, c'est une période de danse. Pourquoi? Il y a des élèves qui reprennent les salles de classe et c'est à ce moment-là où on a plus les microbes qui se véhiculent Qui se répandent, facilement. voilà, tout à fait. Alors donc, nous allons retenir 2 volets de ta mission, notamment l'éducation et la santé. Mais on va commencer par la santé parce qu'on nous dit, sans la santé, rien n'est possible. Alors, d'abord, les structures sanitaires que tu as eu à visiter sont lesquelles? J'ai été premièrement constaté dans le district sanitaire de Yamba, qui m'a laissé à désirer ce que j'ai vu là-bas, parce que ce district sanitaire manque d'eau. Déjà, dans un centre de santé, quand il n'y a pas d'eau, allez-y comprendre. Et, Ça veut dire qu'il n'y a pas de robinet, c'est ça? Ou bien c'est l'eau il qui n'y ne a pas coule pas? d'eau, il y a un forage qui a été érigé à l'époque par un projet, mais ce forage-là, aujourd'hui, cette pompe-là n'est plus fonctionnelle. Ensuite, j'ai été à l'UTT. L'UTT également, je pense que vous allez voir ces images, je dirais, cruelles, parce que je dirais, une cuisine ne peut pas avoir, vous savez, des cuisines qui ne ressemblent pas à ces salles je dirais, d'hospitalisation. Et ça laisse à désirer. Vous voyez la façon dont ce centre est géré, c'est CRIA. Et je suis passé également à Pointe-Noire. J'ai fait Assissé, j'ai fait Congo Malembe, j'ai fait Luandili. Ben, bon, je dirais Alors, commençons Luandili, d'abord par Yamba. Vous dites que là-bas, il n'y a pas de l'eau, c'est ça? Vous avez dit. évidemment. Les conditions sont
très difficile, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est quoi concrètement que vous ont dit le personnel, par exemple, ou les infirmiers que vous avez trouvés sur place? Que dit donc le personnel de santé de ce centre? C'est un centre de santé, c'est ça? Oui, c'est un district sanitaire, donc c'est un centre de santé de cette localité, Yamba, ceux qui connaissent Yamba. Et dans je pense, c'est le district sanitaire de, je pense, Mouyondi qui doit gérer là-bas, si je ne me trompe pas. Et Et donc, malheureusement, qu'est-ce qui ressort voilà, de ta visite à Yamba? ben, je dirais notamment déjà, le personnel de santé ne peut pas se prêter à toi, connaissant ce que nous faisons. C'est pas Ils ont peur facile des représailles, oui, tout à fait, oui. pour les représailles parce que il peut pas se prêter également vraiment à tes questions. Vous êtes obligé de vous rabattre auprès des, des, des malades, des gardes malades pour vous relater leurs souffrances. Et ceux qui se prêtent à vous, c'est en cachette. Ils vous glissent quelques mots, mais pas en totalité. Mais en Et que vous regardant ont-ils dit concrètement? Que vous ont-ils dit? Les malades? Les patients? les malades, le problème, c'est l'accès aux soins de santé. Ils ont un problème des produits, d'accessibilité, de pouvoir avoir des produits. Les Et produits quand, médicaux? les, pardon? Les produits médicaux? Les produits médicaux. Et quand c'est grave, on est obligé de vous évacuer. Et quand c'est souvent comme ça, c'est à vos frais. À vos frais, à deux fois, ces centres-là n'ont pas d'ambulance. Bon, vous pouvez voir l'ambulance, elle est là, mais cette ambulance est immobilisée. Et Et vous c'est êtes le en train de cas. dire également qu'il n'y a pas de pharmacie là-bas, c'est ça, dans le centre de santé de Yamba? Pas de Il n'y a pharmacie. pas une pharmacie, il n'y a pas une pharmacie. Les pharmacies, déjà, d'ailleurs, quand vous voyez à Brazzaville, avec à squatter le CHU, vous allez comprendre tout maintenant. À plus forte raison, Yomba. Est-ce qu'il y aura vraiment une pharmacie digne de ce nom? Point Alors, on va d'interrogation. arriver à, bien sûr, on va parler également aussi du CHU. Mais alors, vous avez dit donc que Yamba, vous étiez aussi à Madingu, c'est ça? Oui, oui. L'UTT, 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 voilà. qu'est-ce que ça donne? Ben, à l'UTT, ce que j'ai vu, c'était même encore plus criard. Ceux qui connaissent cet hôpital de l'UTT, qui était d'ailleurs le plus grand de cette zone-là, qui est perché sur une montagne, ben, ce centre est totalement abandonné, totalement abandonné. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir ces images-là, vous allez comprendre que vous avez des images nauséabondes, nauséabondes. Et non seulement le personnel soignant également est à revoir, puisque la professionnalisation dans ce secteur-là aussi pose notamment nombre de problèmes. Vous avez Oui, vous beaucoup me disiez, d'expatriés. pendant que nous préparions, pardon, Chris Dongui, vous me disiez qu'il y avait un problème du personnel, c'est-à-dire il y avait beaucoup plus de stagiaires, c'est ça, que les titulaires, c'est ça? Évidemment, évidemment. Et c'est le constat qu'on retrouve pratiquement, quasiment aujourd'hui dans tous les centres de santé et les hôpitaux. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a plus de prestataires que des, des engagés. Plus de Mais prestataires. comment sont-ils payés? Qui les paye d'abord? Ben, c'est bénévole, c'est des gens en quête je dirais, d'expérience. Ils sont obligés de se lancer à ce genre de travail. Et à deux fois, si le chef de service, elle est dans un service, le chef de service pense à ces derniers, on peut leur remettre un petit 10 000 ou un petit 5 000, mais ils n'ont pas ils ne sont pas entretenus chaque fin du mois. Ça dépend de l'humeur des Donc, responsables de ces c'est le chef centres-là. de santé qui Voilà, décide, qui peut voilà, trouver ça dépend un petit de 5 l'humeur. 000 ou 10 000 à donner Voilà, à ses prestataires. voilà, ça dépend de l'humeur. Alors, voilà, les conditions, vous avez dit, un hôpital presque abandonné, vous parlez du personnel manquant, puisque c'est beaucoup plus des prestataires. Est-ce que vous avez eu à échanger quand même avec le personnel soignant, par exemple? Ils vous disent quoi concrètement, ces infirmiers? Leurs conditions de travail, leur traitement salarial?
Aujourd'hui, ce que vous êtes un chevalier de la plume, vous connaissez le constat congolais aujourd'hui en matière de liberté d'expression. Et quand vous êtes en face de ces derniers, tout le monde a peur de parler. À deux fois, ils se disent peut-être que vous êtes un agent des services de renseignement qui vient pour des... Et donc, c'est pas facile que ces derniers puissent se prêter à vous, mais il y a certains qui le font tant bien que mal, mais tout en gardant leur anonymat. Ils vous relatent pas tout. Mais en tant qu'activiste, vous comprenez réellement qu'il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème à ce niveau. Et d'où, à deux fois, vous êtes obligé de compatir. À deux fois, vous êtes obligé de leur dire, mais il faudrait sortir de votre carapace parce que vous êtes là pour, vous avez prêté serment pour sauver les vies, mais sauver les vies aussi, se dire la vérité sur vos conditions parce que on n'est pas que là pour les conditions des, des malades, mais aussi vous, en tant que personnel soignant. Vous êtes des gens, vous avez des familles que vous devez nourrir. Vous avez beaucoup de choses à faire avec ce que vous pouvez gagner ici. Mais si cela n'est pas pris en compte quelque part, ça ne permet pas que vous puissiez correctement rendre, faire rendre, je dirais, à bien ce que vous avez appris. Donc, du coup... Évidemment, pardon, Chris, tu as tout à fait raison. C'est le problème que rencontrent finalement beaucoup de gens. Il y a cette peur manifeste, mais après on se pose la question, pourquoi cette peur? Pourquoi est-ce que les Congolais manifestent une telle peur, j'allais dire une peur bleue? Parce que finalement on a peur de tout et on se représente, je ne sais pas, les ombres qui n'existent pas. Et même ce qu'on pouvait dire, parce que mieux on présente sa situation, mieux on parle de sa situation, évidemment, on peut trouver aussi des solutions parce que plus les gens ont peur, évidemment, ils vont continuer à vivre dans les mêmes conditions. Alors, on va avancer et là, on va se retrouver probablement à Pointe-Noire parce que c'est très intéressant, c'est quand même un grand centre hospitalier. Tu as dit tout à l'heure que tu étais à l'hôpital Adolphe Assissé et à Loanzili, c'est bien ça, ce que j'ai cru comprendre. Et Congo Malembe. Voilà. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il ressort? Je dirais que le constat est encore très amer parce que là, je pense qu'il y a un témoignage que ceux qui vont suivre ce témoignage d'un Ben garde voilà, malade donc qui parle. pendant que tu es en train de répondre, on va proposer ce témoignage à nos téléspectateurs et on revient tout à l'heure sur le plateau. Suivez. Donc, manganga obligatoirement na sikaba. C'est obligatoire na sikaba. Baka pecha bananga, baka pesa manganga. Lengi ke basika ba mboba déjà monto la poto mi texing manganga. Donc si game souve na sikaba qui Diga bobo singa souve na ba ba compliqué nge ba projet pour faire ba ka nge ba faire nge me sunge venia. Mais quoi qu'il y ait ordonnance, mais quand même nge na la ordonnance ni manganga me pesa nge ina. Ke kanimos. Mais yin ba ke mangia. Parce que les gens qui sont dans la pharmacie, ils sont payés toujours. Ils payent reçu. Mais ils sont reçus, ils sont reçus. Parce que les gens qui sont payés reçus. Ils sont payés reçus, mais la pharmacie est toujours différente. Ils manquent toujours. Il faut changer l'ordonnance qui faut soumettre. Que les gens qui sont dans la pêche, ils déjà été exacts. Ils sont Première question que est-ce que c'est l'argent que doit soigner l'enfant ou quoi? Et donc, ce témoignage-là, où il y a un garde malade qui parle en Kikongo, qui raconte le calvaire, leur calvaire dans ces centres de santé. Où, En substance, qu'est-ce qu'il est en train de dire pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas, évidemment, Kikongo? Le Kikongo. Bon, la dame se plaignait du fait que quand vous êtes malade et qu'il y a un médecin qui vous prescrit une ordonnance, et arriver celle qui est censée administrer les soins, deux fois vous refute ces produits-là pour dire que ce n'est pas ces produits, il faut encore acheter d'autres produits.
Et vous imaginez Pardon, je aujourd'hui, n'ai pas bien compris, c'est-à-dire le médecin prescrit une ordonnance médicale, voilà, le patient ou le garde-patient va acheter les produits dans une pharmacie, revient dans une avec les pharmacie, produits qui ont été voilà, prescrits, bien entendu, et celui qui est chargé d'administrer ces produits, c'est-à-dire soit l'infirmier ou l'infirmière, vous dit l'infirmière, non, ce voilà. n'est pas ça. Oui, oui, C'est-à-dire, évidemment, quand il dit que ce ne sont pas ces produits-là, est-ce parce que vous avez acheté d'autres produits ou vous avez acheté ce que le médecin a demandé? c'est ce que le médecin a demandé. Mais Mais malheureusement, pourquoi il comme refuse alors de… ben, ces derniers, il y a tout un système de corruption dans ces centres, ces grands centres de santé, dans ces centres de santé. Et donc, vous allez voir un produit qui peut coûter à la pharmacie 500 francs CFA, mais à l'intérieur, on peut vous vendre ça à 3500 francs CFA. Vous imaginez, j'ai un monsieur qui m'a dit ouvertement, vous voyez le Décathlon qui est vendu à 50 francs à la pharmacie, en tout pour injecter la perfusion, on vous vend ça à l'intérieur à 500 francs CFA. Alors que dans une pharmacie, c'est vendu à 50 francs CFA. Donc, vous avez d'autres produits auxquels ces derniers font leur commerce, notamment en complicité avec certains jeunes qui sont devant ces hôpitaux. Devant ces hôpitaux. Et donc, on vous dit, monsieur, il faut aller encore payer ces produits-là, mais ce que tu as apporté, ce n'est pas ça, il faut payer. Et tant que tu ne payes pas, on ne s'occupe pas de ton malade. La personne peut crever. Chris Belvidongui, vous êtes en train de nous dire que lorsqu'un patient arrive à l'hôpital, le médecin vous prescrit donc une ordonnance médicale, vous partez acheter des produits à la pharmacie, vous revenez avec ces produits, l'agent chargé d'administrer ces produits vous dit pas question, bien que vous avez acheté tous les produits que le médecin a prescrits. Alors, donc, ce dernier va vous contraindre donc d'acheter les mêmes produits, mais chez lui. C'est-à-dire, il est en même temps infirmier ou infirmière et aussi vendeur des produits au sein même de l'hôpital. Au sein de l'hôpital, puisque si elle n'en a pas sur elle, elle vous envoie balader dehors, là, auprès des jeunes qui sont souvent Des jeunes revendeurs voilà, qui vendent des produits dans la rue. Dans la rue, là. Et malheureusement, je vais préciser, parce qu'il faut faire une précision, j'ai fait la ronde, mais à Luandili, quand je me suis renseigné, ce système-là n'existe pas à Luandili. À Luandili, au moins, il faut se le dire, parce qu'on est là pour la vérité, à Luandili, il y a assez, les conditions sont plus ou moins la rigueur. Voilà, il y a une rigueur au niveau de Luandili. Mais ce qui est criard, c'est Adolphe Assissé et Congo Malembe, c'est deux centres où aujourd'hui les populations vivent un calvaire inexplicable. Moi, je vais insister sur le fait que vous venez d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire le médecin prescrit une ordonnance médicale, le patient, donc le garde-malade achète les produits, revient et l'infirmier dit pas question, il faut acheter chez lui. Alors, ou soit il vous demande d'aller acheter chez un jeune, donc les revendeurs qui vendent un peu les produits dans la rue, et là encore va se poser un problème des dates de péremption, mais aussi les conditions de conservation de ces produits. Et donc, vous serez obligé d'aller acheter ces jeunes-là, d'accord? Mais les premiers produits que vous avez achetés à la pharmacie, à ce moment-là, que ferez-vous de ces produits? Vous le gardez. Parce vous les qu'il y a gardez, même, donc vous le gardez. priorité aux produits qu'on vous a fait acheter chez les jeunes qui vendent dans la rue. Évidemment, évidemment. Vous gardez vos produits là. Et la question dont j'ai même posé à ce garde-malade, j'ai posé, dit, mais pour les démunis, il dit, ben, tu n'as qu'à te débrouiller même si tu es démuni. Donc, les infirmiers qui vendent des produits à l'hôpital. Voilà. Dans les c'est des fonctionnaires. Ben, certains, ce sont des fonctionnaires. D'autres, vous avez les prestataires. Aussi cette condition de prestataire, je dis, préconise ou conditionne la corruption dans ces centres de santé, parce que ces derniers n'ont pas un dû chaque fin du mois.
Et ça veut Donc, dire ça, également que si vous n'achetez pas leurs produits, eh ben, ils ne vont pas vous traiter, évidemment, c'est clair, on vous regarde, on vous regarde, on quitte à vous mourir. regarde. Ben, quitte à mourir. C'est aujourd'hui quand vous passez, je prends les urgences, quand une personne est admise aux urgences, c'est que c'est plus ou moins grave. Mais c'est aux urgences, avant de vous mettre dans un service spécialisé, c'est au niveau des urgences qu'on stabilise d'abord le malade. Mais si au niveau des urgences, vous êtes abandonné pendant un bon moment, on a le cas des accidentés, nombreux qui meurent dans ces hôpitaux-là. Le temps d'attendre un parent qui est loin. Aujourd'hui, on sait notamment les difficultés des voies de communication, notamment des transports urbains dans nos vies. Ben, si le monsieur vit à Momo-Kamba et le parent est au niveau d'Assissé, dans le temps, 1 heure du temps pour un accidenté qui perd le sang, il creve. Il creve. Ça veut dire Là, qu'il y a un autre volet là que vous venez d'évoquer. Ça veut dire que lorsque vous arrivez dans les hôpitaux congolais, notamment les établissements hospitaliers publics, je dis bien, pas privés, si vous n'avez pas d'argent à payer juste à l'arrivée, bien entendu, ou à celui qui va prendre soin de vous, vous êtes abandonné et vous c'est crevez. le principe. C'est le principe dans ces hôpitaux-là. Je suis mieux placé parce que pour vous faire ce témoignage-là, parce que de temps en temps, je circule dans ces hôpitaux-là. Parce qu'en tant qu'activiste, nous ne pouvons pas aller ramasser des ragots dans les ruelles de Brazzaville ou sur les réseaux sociaux. Mais je vais sur le terrain pour mieux. Il arrive de temps, je fais la ronde. Je fais la ronde de ces hôpitaux, tout simplement pour voir qu'est-ce qui se passe réellement dans ces hôpitaux. Parce qu'on est défenseur des droits humains. La santé est un droit et quand ce droit n'est pas respecté, les défenseurs doivent monter au créneau pour demander réparation. Voilà. Alors là, nous étions sur les produits médicaux, les ordonnances. Vous avez dit, il faut, ben voilà, les infirmiers vous contraignent d'acheter chez eux les produits qu'ils apportent. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils trouvent ces produits. Et nous avons dit tout à l'heure un problème de conservation aussi qui se posera. Et puis, ben, naturellement, les dates de péremption. Alors, ben, les conditions d'hospitalisation, qu'est-ce que ça donne? Les conditions sont criardes dans ces 2 hôpitaux de Pointe-Noire. On peut dire Luandili, les conditions dont j'ai visité Luandili, il y a assez de propriétés au niveau de cet hôpital. Avec récemment tout ce qui s'est passé dans cet hôpital, il y a quand même une certaine amélioration. Mais au niveau d'Assissé et Congo Malembe, c'est criard parce que Congo Malembe, j'ai visité, vous allez voir les images. Congo Malembe, vous allez constater rien que les gardes malades, la façon dont ils sont exposés à la belle étoile. Vous avez également les salles d'hospitalisation, surtout pour les pédiatries. Vous allez retrouver ce qui est plus grave encore dans une salle d'hospitalisation. Sur un lit, vous allez retrouver 3 à 4 enfants sur un même lit. C'est-à-dire, vous dites 3 à 4 enfants sur un même lit qui, en fait, ont des pathologies, les mêmes pathologies ou bien des pathologies différentes? Pas du tout. Chacun a une pathologie. Un enfant peut Différentes arriver de là l'autre. oui, l'autre vient avec un palu, d'autres peuvent venir avec les microbes, d'autres une autre pathologie. Et du coup, quand vous rentrez avec votre enfant et vous finissez de soigner le palu, vous dites que l'enfant est guéri, vous rentrez à la maison, l'enfant attaque l'autre pathologie qu'il a eu à prendre Il a contacté à l'hôpital. à l'hôpital. Et non Là, vous êtes en seulement train de nous parler des hôpitaux qui sont, disons, à Pointe-Noire, c'est-à-dire la deuxième ville capitale économique du Congo, Pointe-Noire, là où on produit le pétrole. Où le pétrole coule à foison, où la production dépasse la production du Qatar. C'est curieux tout de même. Voilà. Alors, donc, voilà, les conditions d'hospitalisation aussi, vous avez dit, c'est vraiment
elles sont critiques, c'est ça. Et là, vous parlez de l'hôpital Adolphe Cissé. Alors, voyons, puisque vous avez aussi cité Congo Malembe, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Congo Malembe, oui. Et là-bas, votre visite, elle a constitué en quoi? Qu'est-ce que vous avez constaté à Congo Malembe, par exemple? Congo Malembe, il y a déjà, il faut parler en termes de l'administration réellement de cet hôpital, est remis en cause parce que cet hôpital est géré comme une clinique personnelle. Non, mais Ce Congo Malembe, directeur c'est un établissement public, un public, établissement hospitalier ben, public. aujourd'hui géré comme une clinique, vous allez constater que dans ce centre de santé, il y a bon nombre des agents de sécurité. Je ne sais pas quel est le rôle réellement des agents de sécurité dans bon nombre dans cet hôpital qui n'est pas si grand. Vous aurez dans chaque service, ce sont ces agents-là qui sont devant. Et j'ai même eu avoir un échange voulu avec un agent qui voulait savoir et qui vous pose toutes les questions possibles. Vous faites quoi là? Patati patata. Donc, vous sentez que ces agents-là sont là pour une mission bien précise, c'est intimider. Donc, empêcher notamment que les gardes malades, ceux qui peuvent revendiquer ce qui est tout à fait normal, de le revendiquer. Et En non fait, seulement ils sont là, c'est ce que je semble comprendre, ils sont là pour empêcher au public de se rendre compte de ce qui de se se passe rendre, euh, voilà, dans cet hôpital. dans cet hôpital. Donc, et non seulement, j'ai dit tout à l'heure, dans une salle d'hospitalisation, vous avez sur un lit trois personnes, trois enfants sur un même lit, mais vous avez encore dans cet hôpital, vous avez les cafards et les puces dans les salles de classe, Pardon? dans les salles d'hospitalisation. Vous Comment ça? avez les cafards en grand nombre et les gardes malades le disent ouvertement. Ici, nous sommes exposés. On vient ici avec des pathologies, mais nous repartons chez nous avec d'autres pathologies encore. Les cafards, on le sait très bien, sont Voilà. porteurs enfin, De des microbes, plusieurs comme qui dirait, mais bref. des microbes Euh, et tout. Chris Belvidongui, on nous a parlé également je ne sais pas si vous avez connaissance de ce phénomène aussi, il faut appeler ça comme ça, ou de cette réalité, des docteurs WhatsApp. À Brazzaville, au Congo, on parle maintenant des docteurs WhatsApp. De quoi s'agit-il concrètement? Bon, c'est un pseudomine qu'on donne aux jeunes qui sortent du Cuba. Bon nombre de jeunes Les qui jeunes sortent du étudiants Cuba, qui étaient à Cuba, là, qui étaient au qui sont Cuba, et rentrés. bon nombre qui sont sortis du Cuba. Et c'est des gens pour te prescrire un traitement. Ils sont obligés d'abord de se prêter à leur smartphone ou à rentrer notamment dans Google. Il y a bel et bien des plateformes dans lesquelles ceux qui sont dans la médecine doivent consulter et autres, à des fois, on est obligé d'appeler un ami qui est dans un autre centre pour dire bah, j'ai devant moi tel cas et quel est le traitement que je dois prescrire à ce dernier. Les vieilles infirmières là, qui se plaignent du comportement De arrogant ces jeunes. de ces jeunes-là. Et nombreux sont appelés Les docteurs. docteurs, pardonne-moi, Chris, donc, tu es en train de me dire les docteurs au WhatsApp, c'est-à-dire Oui, oui, ce sont ces jeunes qui sont rentrés de Cuba, hein, les jeunes qui sont allés apprendre la médecine à Cuba et qui sont rentrés, qu'on a affectés dans ces hôpitaux et qui, évidemment. lorsqu'ils sont devant un patient, pour prescrire une ordonnance, par exemple, ou un traitement, sont obligés d'utiliser leur smartphone pour consulter Google, qui peut leur Bon proposer des traitements en fonction de la pathologie, c'est-à-dire… évidemment, bon nombre le fait. Et ce que vous allez constater à deux fois, quand il prescrit une ordonnance,
tu vois la sage-femme, disons l'infirmière, quand elle arrive, vous avez des vieilles là qui sont là depuis Tout à les fait, années oui. 80. Quand elle arrive là, elle voit l'ordonnance, elle crie au scandale. Elle dit, qui vous a inscrit ce produit-là? Vous voyez un peu, cette dernière-là encore obligée de courir dans le bureau d'un docteur pour dire des anciens. Là. Dit, mais regardez ce que tel médecin a inscrit pour le traitement de telle pathologie. C'est inconcevable. Bon, Et à des l'accord, c'est fois, quand on arrive à rattraper la situation. Sinon, voilà. Mais le si pire on ne serait rattrape que pas la bon, on prescrive à situation, quelqu'un soit du formol et voilà, voilà. c'est Si on ne rattrape pas la situation, c'est criard. scandaleux. Parce que récemment, j'ai eu un témoignage d'une affaire qui s'est passée à l'hôpital de Talangaï, où il y avait un accidenté qui avait fait un accident. On a prescrit un produit à l'encontre. Et le monsieur a même rappelé au dernier que moi, j'ai pris de l'alcool. Donc, vous ne pouvez pas Prescrire. m'injecter tel produit. Le monsieur dit non, moi j'ai pris de l'alcool, si vous allez me... Donc, les gens ont insisté. Et quand ce dernier, celui qui était avec lui, est allé payer ce produit-là, quand il est revenu, c'est à ce moment qu'il y a eu un docteur qui est arrivé là pour dire, montrez-moi le produit quand vous avez... Il regarde, il dit, qui vous a prescrit ce produit-là? Et ça a failli tourner Au au vinaigre. vinaigre. Ben, si ce dernier-là s'il n'avait pas opposé résistance, je pense qu'il serait mort au moment où nous parlons. Parce que ce produit Évidemment, était nous avons des très témoignages dangereux. dans ce sens-là qui, Voilà. voilà, qui nous disent évidemment, bah, des gens sont morts comme ça, des gens qui souffrent par exemple du diabète arrivent à Évidemment. l'hôpital sans faire un diagnostic, ben voilà, on leur transfuse du glucosé et beaucoup meurent comme ça. Et donc, vous êtes en train de nous dire, les docteurs WhatsApp font leur, voilà, ils consultent Google ou ils appellent des parents ou des amis, des collègues qui travaillent ailleurs pour leur dicter le traitement qu'il faut prescrire au Évidemment. patient qui est devant le docteur WhatsApp, c'est ça? Évidemment. Évidemment. Et c'est ce qui est vraiment criard. Et aujourd'hui, je dirais, c'est la cause de l'augmentation du taux de mortalité. C'est cette cause-là aujourd'hui qui est à l'origine de l'augmentation du taux de mortalité. Nous avons la corruption dans ces hôpitaux-là, disons, la non prise en charge aussi normale des personnels soignants aussi est aussi à l'origine, parce que vous allez constater que dans certains hôpitaux, il y a certains qui cumulent aussi des mois d'arriérés. Oui, après, la personne va se livrer à des activités. De quoi la personne est obligée de se livrer. Parce que vous allez constater que même dans les hôpitaux, aujourd'hui, ce qui est criard, vous allez voir que dans un hôpital, il n'y a pas, je dirais, en termes de matériel, le matériel pour consulter, mais vous avez un individu, vous allez voir, un grand centre comme le CHU n'a pas cet appareil, mais un individu en a chez lui à la maison. On déporte le malade du CHU pour le ramener chez le monsieur, chez lui à la maison, soit dans sa clinique. Voilà, évidemment, après on assiste à certains comportements déviants. Mais donc, voilà, on va aborder le dernier volet de notre émission. Il s'agit bien sûr de l'éducation. S'il n'y a plus rien à dire sur la santé, bien sûr. Évidemment, tout a été dit. Ceux qui nous suivent savent bien ce qui se passe dans ces hôpitaux. Peut-être que je n'ai pas tout dit, encore plus grave qui se passe dans ces hôpitaux. Mais je ne cesse d'inviter ceux-là qui ont la bonne volonté de faire leur travail, de faire en sorte que les conditions puissent changer dans ces hôpitaux. Voilà. Donc, c'est Mais tout bien ce que je sûr, peux donc dire pour l'instant. à la diffusion, disons, nous pourrions passer un message à la population congolaise, bien sûr, pour ceux qui ont des témoignages dans ce sens-là, de nous les transmettre soit par Messenger ou par WhatsApp ou par les canaux de communication que
nous disposons pour qu'on essaie d'organiser des plateaux et parler de ces sujets, pourquoi pas. Et quitte à voir si on peut organiser des directs avec la population congolaise pour décrire un peu tout ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, passons donc au dernier volet, disais-je tout à l'heure, de notre émission. Il porte sur l'éducation. Alors, ici, il y a un décret qui a été pris, le décret 2023-1537 du 30 août 2023, qui précise d'ailleurs les couleurs des tenues scolaires uniformisées, c'est ça, du préscolaire, du secondaire et des écoles professionnelles. Le texte mentionne les indications sur la couleur et les sanctions qu'encourent ceux qui ne respecteront pas les indications. Alors, curieusement, donc là, le texte a été, disons, le décret a été pris le 30 août dernier. La rentrée scolaire, c'est bientôt là, je crois dans quelques jours. Et apparemment, les parents sont surpris par ce décret. Comment ça se passe? Et la politique de toujours mettre les charrues avant les bœufs. Tel est le système, disons, de la gouvernance au Congo-Brazzaville. La politique. Alors, mais quelles sont les raisons qui ont été avancées? Quelles sont les raisons évoquées pour ce changement de tenue scolaire? Que dit le gouvernement? Comment justifie-t-il ce changement? Au départ je dirais, c'est tout un débat qu'il y a eu sur ça. Bon nombre, peut-être n'ont pas parlé de ça. J'ai interpellé récemment sur l'une de mes pages pour dire que le problème du Congo, ce n'était pas les tenues. Au niveau de l'éducation, il y avait autre problème à pouvoir régler. Parce oui, que les tables bancs, les conditions. Les conditions, et tout ça, le personnel enseignant et tout ça. Le problème, c'est de pouvoir, soi-disant, lutter contre les violences en milieu scolaire. Et donc, contre les violences en milieu scolaire, c'est-à-dire si on change de tenue, d'uniforme, ça va, ça va régler le problème Ça va régler le problème des violences en milieu scolaire, alors que c'est faux. Le problème des violences en milieu scolaire, il y a un problème sur, je dirais, le système éducatif qu'il faut revoir. Nous avons fréquenté dans les mêmes écoles. Pourquoi on n'a pas eu ce comportement-là? Parce qu'il y avait le minimum, je dirais, de l'instruction civique. L'instruction civique, oui, la formation, tout ça, oui. La formation du citoyen dès la base, parce que dès la classe du CP1, nous retrouvons cette base-là du citoyen qui doit respecter le bien d'autrui. On nous apprenait quand vous arrivez dans un domicile qui n'est pas le vôtre, même sur le vôtre, vous devez d'abord toquer avant de rentrer. Il y avait des choses qu'on nous apprenait depuis le CP1. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez le problème de nombre, le pléthore dans les salles de classe. Vous avez dans une salle de classe de CP1, imaginez une dame qui est en face de 250 élèves. 250 élèves dans une salle de classe qui est égale à, si on fait la division, c'est 40 normalement. Le nombre pédagogique, c'est 40. Oui. Élèves dans 40. Mais 250. Quand on arrive à 200, on est voilà. Même hors norme, c'est peu. Là, on a dépassé. C'est pire. Et aujourd'hui, ce problème-là n'est pas résolu, n'est pas réglé par le Premier ministre. Je dirais pourquoi? Parce que il était ministre de l'éducation, oui. De l'éducation, avant qu'il ne soit Premier ministre. Et entre-temps, il y a eu, entre guillemets, je dirais, les états généraux de l'éducation. Et je me suis posé la question, les états généraux, comment est-ce qu'on arrive à un état généraux sans pourtant commencer par les constats, l'état de lieu? Est-ce qu'il y a eu un constat qui a été fait en amont et ensuite on fait les états de lieu pour savoir comment ce qu'on appelle, pour ceux qui ont fait analyse, tout ça, on appelle des analyses SMART. Est-ce que les points forts et les points faibles, est-ce qu'on a vu tout ça? Niet.
C'est parce que monsieur le Premier Oui, ministre alors donc, tu disais tout à l'heure que l'uniforme de, disons, la tenue scolaire au Congo a été changée, une uniformisation de la tenue scolaire, justement pour, enfin, selon le gouvernement, c'est ce que j'ai cru comprendre, selon le gouvernement, pour arrêter la violence au milieu scolaire. Mais est-ce qu'on a aussi jeté un coup d'œil, sinon, est-ce qu'on a fait attention sur les structures d'accueil, les écoles, j'allais dire, les conditions dans lesquelles les enfants doivent apprendre? Est-ce qu'il y a eu une amélioration à ce niveau-là ou bien on est là peut-être pour faire des, comme qui dirait, des petites actions, voilà, du saupoudrage, comme qui dirait, c'est de l'enfumage en fait. Qu'est-ce que ça moi, donne les conditions, les je structures pense que les scolaires? conditions, il faut se le dire, on le fait sciemment. On le fait sciemment parce que si on a en face, vous avez en face de vous un peuple qui a la connaissance et un peuple qu'on ne peut pas manipuler. Parce que vaut mieux détruire, comme un sachant le disait, pour détruire une Un société, on n'a pas pays, besoin. ça ne sert pas Un de pays, faire on la n'a pas guerre, besoin de bombes il suffit de détruire atomiques, le système éducatif, le oui. système éducatif. Et c'est ce qui est fait au Congo. Les violences au milieu scolaire, c'est le résultat de la destruction du système éducatif. Donc, cela, nous avons plusieurs volets que nous pouvons relever. Le personnel enseignant qui n'est pas réellement approprié ou adapté, disons, le personnel bien qualifié. Il y a un problème à ce niveau. Le problème aussi de la rémunération de ces enseignants-là. Nous avons le problème des, je dirais, des bâtiments également, des structures. Mais alors, restons d'abord sur les tenues, puisque la tenue scolaire a été changée et juste à quelques jours, je l'ai dit d'emblée, à quelques jours de la rentrée, sachant qu'au Congo-Brazzaville, il y a des parents qui préparent la scolarité, disons, voilà, qui commencent à acheter les fournitures scolaires, y compris les tenues, bien entendu, dès l'annonce des vacances, question de ne pas être surpris par un problème financier. On connaît bien ce que représentent les salaires au Congo-Brazzaville. C'est un pays, il faut rappeler, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc à moins d'1 $. Et lorsqu'on demande à quelques jours à ses parents de changer les tenues, surtout pour ceux qui avaient déjà acheté l'ancien modèle, bien entendu, la tenue, et qu'il faut renoncer à cela et acheter des nouvelles tenues qui coûtent évidemment cher. Qu'est-ce que ça donne dans la ville? Quelle ambiance cela donne dans la ville? Ben, c'est une ambiance pas du tout bien auprès de ses parents. Aujourd'hui, vous avez su l'énumérer qu'aujourd'hui, la conjoncture aujourd'hui ne permet pas à bon nombre de parents qui ont 5 ou 6 gosses. Il y a certains qui préparent du bout en bout. Vous allez constater qu'il y a d'autres enfants qui commencent, et lieu de commencer en octobre, qui commencent les cours à partir de janvier. Donc, allez-y comprendre que les conditions ne sont pas faciles. Vous avez aussi quelque chose qu'il faut noter dans ces familles-là. Quand un enfant passe en classe supérieure, surtout ceux qui quittent le primaire pour aller vers le secondaire, si vous avez un autre qui est en classe de CME, l'autre passe en classe de Oui, il prend sixième, donc, voilà, il hérite un voilà, peu la la tenue tenue de de celui qui son était grand au frère ou CME de, voilà, de pour, sa grande voilà, de sœur. faire pour continuer avec ça. Pareil pour ceux qui passent au lycée. Et à ce moment-là, ça limite un peu les dépenses auprès des parents, surtout pour les démunis. Surtout pour les démunis. Ça limite Oui, mais ici, les dépenses. j'ai lu, hein, il y a des sanctions qui sont prévues, hein, c'est ça, à l'encontre de ceux qui ne respecteront pas ces indications, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas la nouvelle tenue à l'école seront sanctionnés. Et on est en train là de s'adresser à une population, je l'ai dit tout à l'heure, dont 70% vit en dessous du seuil de pauvreté. Après, il va se poser la question de savoir comment faire. Où vont-ils trouver de l'argent pour remplacer les tenues qu'ils ont probablement déjà achetées? Parce que ce problème aussi se pose. Et là, on s'adresse à vous qui êtes de la société civile.
Mais là, à ce moment, si c'est le cas, on parle des sanctions. Mais au préalable, qu'est-ce que le gouvernement devait faire ou l'Assemblée? Où on donnait un salaire bonus. Mais le salaire bonus, cela ne va que répondre aux fonctionnaires. Mais aujourd'hui, nous avons peu de fonctionnaires, plus des gens qui sont désœuvrés. Mais finalement, les désœuvrés. Mais quand on prend des lois dans des pays, dans des États sérieux, en amont, on consulte la population. Est-ce que ceci va aller à l'encontre de la réalité que vit cette population? Mais ici, au Congo, c'est parce balancer qu'on le pour et le contre avant de décider sur quelque chose. dans chaque chose aujourd'hui, même quand vous voulez mettre un projet qui doit bénéficier à une population quelconque, vous devez vous-même d'abord vous rendre sur les lieux, écouter cette population. Quels sont les besoins primordiaux de cette population? Les besoins primordiaux aujourd'hui au niveau de l'éducation, de ces structures éducatives, que ce soit à l'université, au lycée, au collège, c'est les conditions d'études, les conditions dans lesquelles, c'est ça, c'est les besoins, c'est pas la tenue. Nous sommes malheureusement presque à la fin de notre émission. Mais dis-moi, est-ce que lorsqu'on a pris ce décret, je rappelle, un décret numéro 2023-1537 du 30 août 2023, qui demande donc aux parents désormais d'acheter les tenues, donc les couleurs sont indiquées dans le décret, bien entendu. Est-ce qu'il y a eu une campagne de sensibilisation bien avant? C'est-à-dire pour dire aux parents qu'on devait procéder au changement de la tenue scolaire, leur parler des couleurs, les motivations, pourquoi on a changé. Est-ce qu'il y a eu cette campagne de sensibilisation ou d'information? Au Congo-Brazzaville, c'est de la spéculation qu'on fait d'abord, comme on le sait toujours. On spécule et ensuite, si les gens ne prennent pas cette information, voilà, on ne passe à réagissent pas et on laisse faire. Normalement, ce qui était prévu, c'était de changer totalement la couleur de la tenue, de mettre c'était le vert et le blanc. Maintenant, vu qu'il y a eu des acteurs, notamment, je suis monté au créneau où j'ai montré un hôtel, il y a plusieurs acteurs qui ont dit non, c'est pas ça le problème, c'est pas la tenue. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remodifié. Voilà pourquoi vous allez voir que, bon, au niveau du collège, machin et le lycée, ils ont les mêmes couleurs que ceux qui sont au lycée. Les mêmes couleurs. On a essayé seulement de jouer avec la même tenue. Alors, Chris, on va terminer, malheureusement, on va terminer, mais c'est la dernière question. Tu vas nous parler donc des conditions, les salles de classe que tu as trouvées, les tables bancs. Est-ce que ça va? Ou tout à l'heure déjà, tu avais amorcé sur, disons, les conditions des salles de classe qui sont très, très, très médiocres. Et tu parlais aussi des toilettes, je ne sais pas, moi, si ça existe dans les écoles. Et les sanitaires, voilà. Voilà, parle-nous un peu de ces conditions et je crois que c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui et on pourra revenir prochainement pour la suite parce qu'il y a d'autres volets qu'il faudra aborder de ta mission. Alors, les conditions. Ben, je dirais que les conditions sont inhumaines. Pourquoi je le dis? Bon, je dis c'est fait sciemment parce que vous allez constater que tous ces membres du gouvernement, notamment les ministres, les premiers ministres, tout ce monde ont des écoles privées. Donc, abandonner notamment ces écoles publiques pour eux. C'est-à-dire ce sont des promoteurs des écoles privées. Des promoteurs des écoles privées. Ils sont nombreux à être des promoteurs des écoles privées. Et donc, tout ce qui se passe au niveau de l'enseignement aujourd'hui est fait à dessein, totalement fait à dessein. Pourquoi? Vous allez constater que dans une salle de classe, vous avez des tables bancs, vous n'avez plus de rangées où l'enseignant peut circuler. Donc, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur les tables bancs pour aller au fond. Si sa place est derrière, il doit sauter des tables bancs pour aller au fond là-bas. Donc, même ça veut dire que s'il veut aller se soulager, il fera la même chose. Pour quitter le fond de la salle, monter sur les tables bancs et puis sauter les tables bancs. Et c'est ce qui se fait. Au lycée, vous allez retrouver plus de 200 élèves dans une salle de classe. Et
il y a des salles de classe où vous allez constater que ces enfants, les enfants, certains font même cours debout. D'autres assis au sol. La dernière fois, il y a plein des images comme ça que je montre, plein des images. Vous allez constater déjà à l'université où vous allez voir les étudiants dans un auditorium, ça c'est même au sol. C'est à même le sol, oui, oui, bien sûr. Voilà. J'ai déjà vu. Ben, c'est fait à dessein parce qu'il ne nous manque pas de bois, il ne nous manque pas du ciment, il ne nous manque rien. Déjà, ne parlons que des fonds qu'on détourne. Les fonds, les 14 000 milliards pouvaient servir à mettre les conditions dans ces écoles parce que l'éducation, c'est le socle d'une société. Nous avons le problème. Évidemment, tout cet argent peut se retrouver, je crois que ça doit se retrouver dans leur villa, puisqu'on a vu, hein, on a vu ça au Gabon, là. Au Gabon, on est allé sortir les milliards, des sacs, des liasses d'argent que personne, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu. C'est probable qu'ils sont allés cacher aussi les 14 000 milliards comme ça doit se retrouver dans leur villa, comme disait quelqu'un, dans des cimetières ou je ne sais où. Ils ont thésaurisé tout l'argent et laissé les enfants dans ces conditions d'apprentissage. Après, on se posera la question de savoir quel type de cadre va-t-on former dans ces conditions-là? Parce que c'est ça aussi. Si la jeunesse, si l'éducation et la santé sont là, les deux piliers développement d'un pays, après, moi, je vais poser cette question, mais je ne sais pas si c'est la personne à même de me répondre. Koliné Makosso qui a fait de la santé donc son premier point, j'allais dire, la première bataille de ces 12 batailles. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? C'est un échec total pour toi qui es sur place à Brazzaville. Non, ben, s'il faut noter, je dirais, sur 100, le note sur 1. 1 sur 100. S'il faut noter, voilà. C'est un échec cuisant de la part de, je pourrais dire, excusez-moi de le dire, hein, je n'ai pas un problème personnellement avec M. Koliné Makosso, mais en tant que Premier ministre, il a des comptes à rendre puisqu'il est à l'exécutif. Le monsieur a échoué, a totalement échoué. Je dis bien totalement échoué de tous les premiers ministres qui sont passés au Congo. De tous les premiers ministres qui sont passés au Congo. Celui qui nous fout plus de honte, c'est M. Koliné Makosso. Et avec lui, Denis Sassou Nguesso, son parrain, parce que finalement, au Congo, il faut dire que la gestion est centralisée. Celui qui détient les moyens et qui décide des moyens financiers, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Alors, Chris Dongui, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je vais te laisser quelques secondes, probablement que tu avais quelque chose à dire en dernier lieu, mais que je n'ai pas posé la question. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et on termine par là. C'est un message, disons, d'interpellation que je passe à l'endroit de cette jeune génération du Congo-Brazzaville pour leur dire que tout simplement, le Congo n'a pas commencé à l'ère du PCT. Le Congo a bel et bien commencé bien longtemps. Nous avons eu des acquis et c'est possible, c'est encore possible que nous puissions redorer le blason terni de notre pays. Mais ce n'est pas en allant danser, donc, en étant dans la distraction, mais c'est en s'engageant. Chris Dongui, je suis comme vous, je suis un jeune comme vous, j'ai le même sang qui coule dans vos veines, c'est le même sang, et nous avons tous les mêmes difficultés aujourd'hui, mais cela ne m'a pas laissé que je puisse rester là, bouche cousue, ou que je sois complice aujourd'hui de ce qui se passe dans ce pays, mais cela m'a mené à réfléchir, à prendre cette décision-là de s'engager. Et j'invite toute la jeunesse congolaise de partout de s'engager et de œuvrer pour le retour, l'instauration d'un état de droit au Congo. Et notamment, je vais terminer par là, je demande à ceux qui sont au pouvoir de libérer les prisonniers politiques, notamment Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi-Salissa. Assainir le climat politique pour que nous puissions bâtir une nation digne de ce nom. Je termine par là.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Chris Dongui d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes militant des droits humains, membre du mouvement Ras-le-Bol. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir encore reçu sur Télar TV. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas les petits gestes et c'est très important pour nous de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Il faut bien regarder. Et partagez au maximum cette émission. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Mais d'ici là, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Merci.